Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. Jusque-là un territoire réservé strictement au commerce des fourrures, Sept-Îles subit une transformation démographique importante à la fin du 19e siècle. Des familles commencent à s'établir sur les rivages de la baie et y érigent un village et un petit port de pêche. Parler du peuplement véritable de cette île, on est dans les années 1865-70. À ce moment-là, ce sont des familles qui proviennent entre autres de la Minganie ou des îles de la Madeleine ou du Bas-Saint-Laurent qui viennent s'installer ici. Et là, on retrouve les familles qui ont marqué l'histoire de la côte, hein? Arsenault, Boudreau, Cormier, Landry, entre autres, Deveau, Chambers. On raconte qu'au tournant des années 1900, il y a une cinquantaine de familles établies à cette île. À cette époque, les gens construisent leur maison à l'endroit qui leur convient le mieux, c'est-à-dire n'importe où. Il s'agit d'habitations de taille moyenne, aux toits pointus et aux murs recouverts de bardeaux de cèdre. On construit également une étable, une niche pour les chiens et un puits, puisqu'il n'y a pas de système d'aqueduc qui alimente la communauté. On élève des chevaux, bien sûr, mais aussi des poules, des porcs et des vaches. La baie offre d'ailleurs du foin en abondance pour nourrir le gros bétail. Malgré les efforts de promotion agricole du clergé catholique, l'économie de cette île repose essentiellement sur la pêche et, bien sûr, la traite des fourrures, qui a toujours cours à l'époque. Si on cultive la terre, c'est pour nourrir sa famille, sans autre ambition commerciale. La pêche, activité chronophage et particulièrement éreintante, laisse peu de temps pour un travail au rendement plutôt aléatoire dans cette partie du globe, croit-on à l'époque. En 1904, cette île devient officiellement une municipalité. On élit son premier maire, le très polyvalent Paul-Édouard Vigneault, qui exerce en outre les fonctions de télégraphiste, maître d'école, maître de poste et officier de douane. À cette époque, le village compte 2 rues bordées de maisonnettes, où vivent des villageois occupés à la pêche 8 mois par année, et durant l'été, l'endroit s'anime de quelques centaines d'Inuits de retour sur la côte. Il ne faut pas oublier que les Inuits qui arrivent au printemps vont jouer aussi un rôle important dans la société sept-îlienne. Et pendant presque 50 ans, cette île, c'est 2 villages. Le petit village Innu, centré autour du poste de la Hudson's Bay et de la petite église du Sacré-Cœur, un peu plus à l'ouest, et le village acadien, si on veut, qui, lui, est centré face au Vieux Quai. Le Vieux Quai qu'on connaît de nos jours tire ses origines d'un premier quai construit en 1911, et c'est juste en deçà que va être construite la première église Saint-Joseph en 1898. Et c'est là que le village sept-îlien va naître, autour de quelques magasins généraux, des hangars de pêche. Tout arrive et tout part par la mer. À cette île, il n'y a pas de chantier de charpenterie maritime. Alors on construit sa barque près de la maison, dans un bocage à l'abri du vent et du froid. À partir de 1916, on commence à les équiper d'un moteur 5 forces vendu par le capitaine Éléonard Vigneault. On pêche le hareng dans la baie, le saumon surtout dans la rivière Moisy et la morue au large de l'archipel. Les pêcheurs de morue partent le soir vers 23 h et ne reviennent que le lendemain matin pour décharger leur prise. Ils déjeunent et s'affairent ensuite à sécher le poisson. D'abord le piquage. On place les morues sur un étal, puis on leur tranche la gorge et leur fend le ventre. Ensuite le décollage. On retire la tête et les viscères. Et finalement le tranchage. On ouvre le ventre jusqu'à la queue et retire toute l'arête. On est alors fin prêt pour le séchage. On lave les poissons, les couvre de sel et les étend sur des tables appelées vigneaux. Selon certains pêcheurs, si on lave les morues et les sale de nouveau le 8e jour, on pourrait les conserver toute une année. Le saumon, quant à lui, on doit le garder au frais avant de l'expédier par bateau vers Québec. Autour des années 1910,
Les quelques familles qui possèdent des pêches à saumon autour de la baie et sur les îles commencent à utiliser une grosse glacière récemment construite par Alfred Arcan, ancien gardien de phare de l'île Corosol, désormais à la retraite. Même s'il a quitté la région pour vivre à Montréal, Arcan revient fréquemment à cette île pour s'adonner à la pêche au saumon. Cette glacière se trouve alors près de l'emplacement actuel du quai Monseigneur-Blanche. Au printemps, on la remplit de neige qu'on compacte avec des pilons, puis on y entrepose les boîtes à saumon jusqu'au jour de leur expédition. Les années passent, on construit un entrepôt frigorifique à cette île et la glacière d'Arcan tombe dans la désuétude. On finira par la détruire, mais le quai qui permet la mise à l'eau des navires de pêche et de plaisance à cette île, baptisé quai Arcan, en évoque encore le souvenir. Outre la pêche, les gens de cette île excellent aussi dans la chasse aux animaux marins. Le loup marin attire les gens braves en quête d'aventure, qui s'engagent auprès de compagnies surtout norvégiennes. Les dangers les guettent sans cesse, alors qu'ils se hasardent à pied sur les glaces mouvantes du Golfe, d'autant plus que leurs proies ont la fâcheuse tendance à fuir vers les endroits où la glace est plus mince, afin de la briser et de se réfugier dans l'eau. Le chasseur téméraire tue les loups marins avec une carabine ou un bâton équipé d'une pointe d'acier. Il dépiote ensuite les animaux sur place, jette les carcasses à l'eau et retourne le bateau en tirant une corde munie de crochets auquel il a suspendu les peaux et les morceaux de graisse. Au début du 20e siècle, la chasse à la baleine compte parmi les activités les plus lucratives à cette île. En 1905, il y a une entreprise qui est fondée par des Montréalais, la Quebec Steamship Whaling Company, qui va cibler la région de cette île comme lieu d'opération. On est en 1905. À l'époque, cette île, c'est un minuscule village de quelques centaines de personnes. Et arrive cette compagnie-là qui va s'établir sur le côté nord de Pointe-Noire, c'est-à-dire pour les Sept-Îliens de nos jours, juste en dessous de la luminerie Alouette, dans une anse qui s'appelait Sibylle, l'anse à Sibylle. C'est un endroit où il y a un havre accueillant, une plage, et l'entreprise, en quelques mois, va faire appel à des employés sétiliens pour construire un quai, construire des entrepôts, des logis pour les travailleurs, aménager aussi un espace où on peut accumuler l'huile de baleine. À chaque été, on se réinstalle quelque part en mai et juin, et jusqu'à l'automne, on va pourchasser les baleines au large de cette île, dans la baie. On s'intéresse surtout au rorqual commun ou au rorqual bleu. On chasse la baleine à bord de navires de bois. À l'aide de canons, on tire de gros harpons munis d'un obus qui éclate dans le corps de la baleine et la tue presque toujours. Dans le cas contraire, l'animal plonge à vive allure et entraîne le navire dans sa course endiablée. En pareil cas, on doit tenir bon et attendre qu'elle s'épuise et meure par asphyxie. On peut alors remorquer la baleine jusqu'à l'usine où une douzaine d'ouvriers s'activent à la découper en grosses tranches avant d'en fondre la graisse. Encore une fois, c'est l'huile qui intéresse les entrepreneurs, mais également certains sous-produits. On va récupérer les fanons pour faire des corsets, entre autres. On va récupérer à certaines occasions les ossements pour faire de l'engrais. Et selon certaines sources, même la chair de la baleine est transformée pour faire du saucisson. L'usine répand bien sûr dans l'air une odeur nauséabonde qu'une cinquantaine d'ouvriers doivent endurer jour et nuit et que le vent charrie souvent vers le village de cette île, situé de l'autre côté de la baie. Quand on vit de la mer, on doit pouvoir prédire la météo avec toute l'exactitude possible. Dans le village de cette île, les pêcheurs n'ont nul besoin de la station météo artisanale installée sur le quai Saint-Joseph de cette île, qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Quai. On se fie plutôt aux signes avant-coureurs que nous offre la nature. Si la boule a son capuchon, une tempête de vent arrive de l'est. Si les montagnes se drapent d'une couleur noire, on attend de gros vents du sud-ouest. Des nuages en forme de dos de maquereau ou de queue de vache, du gibier près du rivage, un chat qui marche sur la clôture, un goéland qui vole très bas, des mouches malignes, le bois qui pétille dans le poêle sont autant de présages d'un temps plus ou moins mauvais. Malgré tout, les premiers habitants de cette île ne sont pas toujours à l'abri des malheurs, et la mer, aussi cruelle que généreuse, tranchera le fil des jours à plusieurs navigateurs infortunés. En juillet 1891, la baie des Sept-Îles est le théâtre d'un naufrage qui marque encore la mémoire sept-îlienne de nos jours. Des membres de la famille Montigny, pour la plupart des jeunes enfants, se rendent en canot sur la pointe aux Basques pour y cueillir des baies.
Là-bas, un oiseau se pose sur l'épaule de Marguerite Poitras, une jeune femme qui doit se marier dans 2 jours avec Alfred Montigny, également présent. Il s'agit d'un mauvais présage, mais on décide de l'ignorer. Lors du voyage de retour, une tempête surprend les jeunes cueilleurs. Le canot chavire et les eaux tumultueuses engloutissent ses passagers. Benjamin Bugeaud, âgé de 7 ans, parvient à s'agripper à la barque renversée. Couché ainsi à plat ventre sur la quille de l'embarcation, Benjamin saisit sa cousine Clarisse Montigny par les cheveux et maintient sa tête hors de l'eau afin de lui éviter la noyade. Ils resteront ainsi 2 bonnes heures avant l'arrivée des secours. Ben et Clarisse seront finalement les 2 seuls survivants de la tragédie. On repêchera les corps de 5 personnes, dont ceux des fiancés. On ne retrouvera jamais Joseph et Sélanir Montigny, respectivement âgés de 8 et 11 ans. Ben Bugeaud affirmera plus tard les avoir vus s'éloigner vers le large, emportés par les vagues impitoyables, se tenant par la main devant l'adversité. Désormais un héros local, Bugeaud servira honorablement sa communauté en tant que juge de paix durant 42 ans et conseiller municipal durant 21 ans non consécutifs entre 1916 et 1937. Malgré l'émergence de nouvelles industries comme celle de la pâte à papier au tournant du 20e siècle, cette île demeura un port de pêche actif jusque dans les années 1950. Le contexte socio-économique alors subit une transformation considérable. Jusque-là un modeste village de pêcheurs, cette île obtiendra le statut de ville en 1951, puis celui de cité en 1959 avec une population de quelques 10 000 personnes. L'industrie du fer draine presque toutes les énergies. Les activités de pêche à la morue, jadis florissantes, ralentissent à l'échelle nord-côtière, en raison notamment de techniques trop artisanales, de flottes sous-équipées et de revenus insuffisants. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que le secteur de la pêche reprend de la vigueur à cette île, notamment grâce à des efforts de diversification de l'offre. À l'heure actuelle, on y pêche plusieurs espèces de poissons, mollusques et crustacés très prisés sur le marché. On a des gens justement qui sont spécialisés au niveau de la crevette. Donc on sait que la crevette de Matane vient vraiment de cette île. Donc on a des pêcheurs de crevettes ici dans la région. On a aussi de la pêche, on a quelques permis de pêche de homard aussi. C'est une industrie qui se développe, c'est une ressource qui devient de plus en plus abondante sur la Côte-Nord. Et puis évidemment, on a aussi les pêcheurs de mollusques et de poissons pélagiques. Donc, c'est quand même assez varié. Puis, évidemment, la ressource qu'on connaît le plus, le crabe des neiges, est aussi pêché par les pêcheurs de cette île. Pour les plus grandes usines, pour les plus gros transformateurs, il y a déjà des contrats prévus là, justement en exportation, soit sur le marché américain ou encore international. Et il y a aussi une certaine portion de la ressource qui reste dans nos plus petits transformateurs locaux. Ces gens-là réussissent à mettre la main sur de la ressource locale pour les gens d'ici. La morue, quant à elle, se fait plutôt rare à cette île désormais. Son retour sur le marché n'est cependant pas impossible, surtout si l'on développe la chasse commerciale de son principal prédateur. Évidemment, les stocks de morue ont été mis à mal depuis plusieurs années. Et puis, on a maintenant des plans de gestion de la ressource. Et puis, les prises qui sont à l'heure actuelle sont accidentelles. Donc, on peut quand même les conserver, mais il n'y a pas de quota officiel pour la pêche au niveau de la morue. Ce qui fait en sorte que on en a au fil de la saison. Puis un des enjeux principaux à cause de ça, c'est le loup-marin qui fait la prédation justement de cette ressource-là et qui est en abondance dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de cette île. On peut voir ces charmantes petites bêtes très souvent sur nos rivages. Par rapport au loup-marin, justement, c'est une industrie qu'on cherche à développer. Pourquoi? Parce que c'est une ressource, justement, qui fait mal à nos stocks de poissons, qui peut être valorisée de plusieurs façons. Au-delà de la fourrure de loup-marin, on peut maintenant valoriser la graisse, on peut valoriser la viande, les viscères, les os. À toute fin pratique, toutes les parties de l'animal peuvent être valorisées. À l'heure actuelle, on est dans les études de faisabilité, donc c'est pas possible d'avoir du loup-marin chassé de façon commerciale sur la Côte-Nord, mais on y travaille très fort, justement, en collaboration avec les gens du milieu pour que ça arrive. Donc non, on n'aura pas un retour sur une mono-capture, mais on va être en mesure de retrouver de la morue quand les stocks, justement, vont avoir été préservés. De nos jours, il reste très peu de vestiges de l'ancienne population de pêcheurs qui a vécu à cette île, mais la pêche, elle, fait toujours partie du paysage économique de la ville, fort heureusement.